Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission Une heure pour convaincre. Une heure pour convaincre aujourd'hui ouvre sa première émission sur l'agriculture. Et tenez-vous bien, dans le monde réellement rural. Pour cela, nous avons invité pour vous Monsieur Mamadou Paté Diallo. Mamadou Paté Diallo est agronomiste. Il est directeur du développement rural à l'administration et contrôle des grands projets et des marchés publics. Le diplômé de l'université guinéenne, M. Diallo, réalise des études post-universitaires en France, notamment à l'ISAM de Montpellier, à l'université du Québec à Rimouski en développement régional et à l'école supérieure de communication de Paris. Notre invité, mesdames, messieurs, a une large connaissance du développement rural, il faut le noter, pour avoir fait le tour, tenez-vous bien, de la Guinée plus de 5 fois. C'est réellement un paysan que vous allez avoir aujourd'hui autour de votre table. Ainsi donc, il faut enfin rappeler qu'il est le président du conseil d'administration de l'Institut de recherche agronomique de Guinée, IRAG. Bonjour, Monsieur Paté Diallo. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Tout d'abord, Monsieur Diallo, essayez de nous définir le développement agricole et replacer ce développement agricole dans le contexte guinéen. Comme vous l'avez si bien dit, le développement agricole, à mon avis, est l'ensemble des changements des processus de production en vue d'améliorer le bien-être des populations rurales et de dégager un surplus permettant d'approvisionner les villes. Le développement agricole, en termes de système de production, dépasse le cadre de l'agriculture, voire transcende le milieu rural dans ses transformations sociales, économiques, culturelles, qui touchent les villes organiquement liées aux campagnes par des biens, des services et des facteurs de production. Pour le replacer dans un cadre guinéen, il faut noter que 3 Guinéens sur 4 appartiennent au milieu rural et vivent pour la plupart sur des petites exploitations individuelles. Oui. Voilà le cadre et la logique qui va nous guider durant tout le long de notre débat. Voilà. Nous serons complètement dans le monde rural, ce monde rural qui nourrit le centre urbain. Monsieur Diallo, nous savons qu'aujourd'hui, depuis l'avènement de la Troisième République, l'agriculture est au centre des priorités du gouvernement. Pour mieux faire comprendre cette agriculture aujourd'hui, je voudrais que vous nous fassiez un bref rappel historique de notre agriculture pendant le temps colonial. Très intéressante question, madame. Vous savez, la Guinée, en 1900, l'occupation coloniale était déjà acquise après avoir lutté avec tous les conquérants qui défendaient notre pays. Et quand les colons se sont installés dans les années 1900, la première démarche consistait à faire une étude sur la Guinée pour comprendre c'est quoi la Guinée, pays qu'on appelait les rivières du Sud. Ils se sont aperçus que la Guinée est un pays qui est un scandale, tant sur le plan agricole, minier. Et pour pouvoir exploiter tous ces jugements et ce potentiel, la première idée pour le colon, il fallait désenclaver le pays. C'est ainsi qu'il a été introduit une requête auprès du ministère français par le gouverneur général de la Guinée française, auprès du gouverneur général de l'Afrique occidentale basé à Dakar, une requête au Trésor français pour financer la réalisation du chemin de fer Conakry-Niger. Oui. Et Conakry-Niger est allé jusqu'à Cancan, il s'est arrêté. Oui. Donc, sinon, au préalable, il devait continuer jusqu'où, par exemple? Conakry-Niger devait aller, comme le nom l'indique, devait aller jusqu'à Niamey, jusqu'à Bamako, jusqu'au Niger. C'est ça. C'était ça un peu pour avoir une large communication avec tous les milieux. Oui. Bon.
au fil du temps, l'exploitation, la réalisation du chemin de fer a commencé vers les années 1902-3, la mobilisation des équipements et le travail a commencé proprement dit vers 1904. Oui. Pour arriver à Cancan vers 1914. La réalisation a pris 10 ans. Oui. Et d'abord, les études ont pris 2 ans. La réalisation du chemin de fer a pris 10 ans. Oui. Mais plus le chemin de fer avançait vers Cancan, oui, plus il y avait une explosion de l'agriculture. C'est ainsi que, une fois que le chemin de fer est arrivé à Mamou, immédiatement nous avons vu naître le triangle bananier. Le triangle bananier s'étendait de Dubré, Kakoya, Forêt-Caria jusqu'à Mamou. Donc, nous sommes partis de rien pour être un grand pays producteur de bananes. Oui. Et plus le chemin de fer avançait, plus il y avait, l'agriculture s'est développée. À Dabola déjà, tous les produits de cueillette, notamment le palmiste, le café et d'autres produits de cueillette venaient de la forêt en passant par Farana pour Dabola pour embarquer sur le chemin de fer. Oui. Et une fois à Cancan, déjà en 1914, ce qui coïncide au début de la Première Guerre mondiale, les sociétés indigènes de prévoyance s'étaient installées un peu partout et on envoyait tous les produits vers Cancan de la Guinée forestière pour être évacués vers le port de Conakry. Ouais. Donc il y a eu un boom économique. L'argent qui a été contracté, qui a été pris au Trésor français déjà en 1940, je crois en 1947, déjà on avait fini de rembourser. Ouais. Si bien que l'agriculture se portait très bien et déjà en 1955, nous étions le plus grand pays producteur de bananes en Afrique. Et on est arrivé jusqu'à 100 000 tonnes en 1955. 100 000 tonnes 100 000 tonnes. Oui. Il en est de même que les produits comme le café, la cola, même le cacao. Bon, on n'était pas très fort dans le cacao, okay, mais le café, le palmiste, oui, on était très avancé, oui, là-dedans. Et le colon en a bien exploité. Et des années, vers la fin des années 47-48, après la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, c'était le bénéfice jusqu'en 58. Oui. Donc voilà un peu qu'est-ce qui a fait bouger notre agriculture. C'était une agriculture qui était vraiment basée sur le secteur privé. Oui. Et il y avait des comptoirs agricoles un peu partout en Guinée. C'est si bien que l'agriculture en Guinée, et le Blanc a compris très tôt qu'il fallait développer l'agriculture parce que l'agriculture, en plus des mines, il s'est rendu compte qu'il y avait des gisements de mines impressionnants en Guinée, mais l'agriculture pouvait aider, n'est-ce pas, à soutenir les efforts de guerre pour la Première Guerre mondiale, les efforts de guerre pour la Deuxième Guerre mondiale, oui, mais aussi approvisionner le marché européen. Oui. Alors, en bananes, en ananas et d'autres produits. Oui. Voilà, donc nous sommes déjà à l'indépendance. Oui. On a vu l'essor de l'agriculture jusqu'à l'indépendance. Maintenant qu'on a été indépendant, ce qui veut dire que tous ces acquis nous est revenu. Et quel a été maintenant le comportement de la Guinée face à cet essor déjà instauré par le colonisateur de l'indépendance? Je voudrais replacer la période de l'indépendance jusqu'en 1984 à la Deuxième République, je veux dire. Okay. Bon, à l'indépendance, vous savez, hein, c'était une agriculture très dirigiste au temps colonial. C'était très dur, c'était la colonisation. Donc les gens étaient obligés de cultiver des cultures qu'ils ne connaissaient pas, donc c'était forcé, c'était le travail forcé et tout ça. À l'indépendance, nous sommes indépendants, vous savez tout ce qui s'est passé pour connaître notre indépendance. Nous sommes l'un des premiers pays francophones à dire non à la colonisation française. Et puis on est indépendant et le Blanc mécontent en partant a pris tout ce qu'il avait comme archives, comme documentation, comme projet pour la Guinée et ils sont partis avec. Et même les équipements? Tout est parti. Alors comment ça en est sorti? Le jeune État de Guinée en 1958 était là, il y avait des leaders très nationalistes se sont retrouvés pour dire bon, si on n'est pas à droite, on est à gauche. Oui. Et on s'est aligné vers les pays de l'Est. Oui. Nous avons tendu la main à d'autres pays aussi qui voulaient nous soutenir. Oui. Et nous avons prôné une politique de développement agricole centralisée.
C'était un modèle de développement à cette époque. Vous voulez dire, qu'est-ce que cela veut dire, centraliser? Au début, en 58 d'abord, on a essayé de replacer les institutions, etc. Oui. Et juste après le premier plan de développement, qui était le plan triennal, qui est parti de 60 jusqu'en 63, je crois bien. Et c'était une agriculture qui était basée sur des coopératives, sur quelques mouvements d'associations, etc. Jusqu'à la loi 4 de 64 où l'État a tout nationalisé pour dire, bon, je suis le seul maître à bord. Il existera bien évidemment quelques exploitants privés dans les villages qui vont travailler, mais pour l'État. Donc cette approche, il y a eu, n'est-ce pas, beaucoup d'approches qui ont été expérimentées, tant au niveau du plan triennal qu'au niveau du plan septennal, qui voudraient que les coopératives travaillent pour l'État, les paysans travaillent pour l'État, ce qui a cassé un peu l'allure qu'on avait pris avant l'indépendance. Bon, mais on n'avait pas le choix, hein. On était indépendants, on était nous-mêmes, il fallait s'assumer. Donc, bon an, mal an, nous avons évolué jusqu'à 1984 avec beaucoup d'approches. C'est vrai, à l'époque, le président d'ailleurs était aussi un très grand nationaliste et voulait faire de l'agriculture, si bien que tous les enfants ruraux allaient dans des écoles rurales. Et les enfants des années 60, moi je me rappelle, à cette époque, je suis rentré à l'école 5 ans après l'indépendance, donc tous les enfants ruraux partaient dans des écoles rurales. Et si bien que tous les enfants intelligents qui allaient jusqu'au bac, les meilleurs partaient dans les écoles d'agronomie. Je veux simplement vous dire qu'aujourd'hui, en Guinée, si vous prenez les meilleurs cadres guinéens, sont d'abord à l'éducation, ensuite au développement rural. C'est vrai. Ils ont fréquenté les écoles, les grandes écoles de l'Est, ils ont fréquenté, il y avait des écoles d'agronomie dans toutes les villes de Guinée, et on se débrouillait. Et on n'avait rien à envier aux gens qui étaient sortis dans les grandes écoles. Oui, tout à fait. Voilà. Et je vous signale que moi-même, je suis un produit. Ah, voilà. Jusqu'à notre temps, moi, j'ai fait l'agronomie au lycée. Ah, voilà. Jusqu'à l'université, j'ai fait lettres et sciences modernes. Voilà. Pour vraiment suivre encore ce sillage, parce que je voudrais vraiment qu'on comprenne le fond du développement rural et pourquoi les gouvernements qui se sont succédés ont accordé beaucoup d'importance à ce secteur porteur du développement. C'est pourquoi je vais vous faire revenir sur toutes ces années en arrière pour que les téléspectateurs suivent réellement ce qu'a été l'agriculture depuis le temps colonial donc, en Guinée. Maintenant, nous replaçons encore de 84, de la Deuxième République, jusqu'en 2010, à l'avènement de la Troisième République. Ah, voilà. Il y a en 1984, quand le feu président Ahmed Sékou Touré est mort, à l'avènement de la Deuxième République, le monde avait beaucoup évolué sur le plan agricole. Donc, du coup, il y a d'abord un désengagement de l'État. Et nous, à cette époque, on venait de sortir de l'école. La première chose que la Deuxième République a initiée comme repère, c'est la première conférence nationale de l'agriculture qui a eu lieu en 1987. Cette première conférence devait baliser, faire d'abord un diagnostic de tout le passé, de façon claire et nette. Et cette conférence a dégagé les vraies pistes du développement. Mais nous ne sommes pas restés là. En 1989, comme la première conférence nationale de l'agriculture de 87 était une conférence diagnostique, la deuxième conférence qui a eu lieu en 1989 était une conférence d'action. Donc, du coup, nous avons réuni tous les cadres du développement rural de l'époque, qui soient même retraités, pour parler de développement agricole. La première démarche était que l'État se désengageait des activités de production pour donner la place aux producteurs réels. Expliquez-nous un peu. Le désengagement de l'État, n'est-ce pas, voudrait que l'État se recantonne sur ses fonctions régaliennes et laisse la place, n'est-ce pas,
aux producteurs. C'est eux qui devaient produire. Oui. L'État ne devait plus produire. Donc vous avez constaté un peu la privatisation un peu à la hâte qui a été très sauvage des unités industrielles et agro-industrielles de l'époque. Ensuite, le programme d'ajustement structurel s'est mêlé. Il y a eu un programme de réforme économique en Guinée. Et cette deuxième conférence nationale de l'agriculture a débouché sur la rédaction d'une lettre de politique agricole. Troisième repère de notre agriculture. Et cette lettre de politique agricole qui a été lancée en 1992 devait, n'est-ce pas, déboucher sur des plans d'action. C'est ce qui a fait que notre agriculture, à cette époque, il y avait de brillantes personnes à cette époque. Je veux citer à l'époque le ministre Alucine Fofana, l'actuel doyen Selou Diallo, qui était secrétaire général du ministère de l'Agriculture, et d'autres grandes lumières aussi. Ouais. Donc, il y a eu pas mal de programmes et de projets. Est-ce que c'est des programmes qui ont été mis en exécution ? Ou est-ce qu'ils ont traîné comme... Bien, nous nous sommes alignés sur le programme d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. Ouais. Donc, du coup, ils ont accepté de nous accompagner dans notre programme de développement qui était de 5 ans, je crois. Ouais. Ils nous ont accompagnés et beaucoup de programmes ont été mis en place. Il n'y a pas une ville ou une zone rurale qui n'avait pas été couverte. Que ce soit en agriculture, en élevage, tout comme sur le plan des forêts. Donc, on a couvert tout le pays de projets. Et cela a continué jusque dans les années 98-2000. C'est là où le dérapage est venu. Donc, il y a eu malentendu entre nous et beaucoup de nos partenaires. Et finalement, notre agriculture a périclité. Un exemple. De 1994... Vous pouvez nous ouvrir un peu, nous donner un exemple de ce malentendu. Est-ce qu'il s'agissait d'un problème de financement, d'accompagnement? Le malentendu est venu d'où? Le malentendu est venu par la malgouvernance. Et cette malgouvernance a commencé à partir des années 98. Donc, et je vous donne un seul exemple. Entre 1995 et 1998, nous avons passé de 4 000 tonnes de coton à 40 000 tonnes de coton. Et nous avons mis autour du coton une organisation paysanne qui était très bien structurée et qui engrangeait sur l'économie régionale de la Haute-Guinée près de 6 milliards qui entraient dans la poche des paysans. Et rien qu'en Haute-Guinée. Rien qu'en Haute-Guinée. Et en ce temps, nos amis maliens aussi étaient dans la dynamique du coton. Tout à fait. Ce sont nos voisins, tout comme le nord de la Côte d'Ivoire, tout comme le Sénégal. Malheureusement, nous avons les gens, l'équipe des Français qui nous accompagnaient à cette époque nous ont dit, bon, vous êtes déjà très loin et vous êtes en voie de mettre en place, n'est-ce pas, une banque locale en Haute-Guinée qui sera entièrement financée par les paysans. Parce que l'économie agricole commence à se tenir bien. Et nous avons travaillé autour, moi c'est à cette époque, je travaillais à l'époque au sein des organisations paysannes. Et vous l'avez rappelé au début, vous avez fait plusieurs fois le tour de la Guinée. C'est à cette époque que j'ai fait beaucoup de villes et de villages, beaucoup de villages du pays. Mais malheureusement, la privatisation du coton par la malgouvernance nous a ramené de 40 000 tonnes à 0 tonnes vers les années 2005. Voilà. Maintenant, on sait qu'à l'arrivée à l'avènement de la Troisième République, notamment le président de la République a fait de l'agriculture une priorité, sachant que c'est un secteur de développement. De l'agriculture de 2010, premier quinquennat du professeur Alpha Condé, à nos jours, qu'est-ce qu'on peut tirer comme diagnostic par rapport à l'essor de ce secteur dans notre pays? Je vous ai tantôt rappelé les repères de notre agriculture. Oui, tout à fait. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Quatrième repère, c'était en 2010. En 2010. En 2010,
Le président de la République, le professeur Alpha Condé, en 2010, il n'était pas président, c'était en mars. En mars, voilà. En mars 2010, Oui. il a réuni plusieurs cadres. Et ils étaient de tous bords. Oui. Et il a demandé qu'on réfléchisse, n'est-ce pas, sur un programme qu'il va porter et présenter aux Guinéens en tant que candidat pour être président de la République. Pendant ce temps, on avait la lettre de politique. Oui, plusieurs politiques. Il y a eu la LPDA 1, la LPDA 2, ensuite la PNDA. La PNDA veut dire la politique agricole de développement agricole. Et tout ceci aujourd'hui sont à échéance. Hein. Oui. Ouais. Donc il y avait plusieurs. Il y a eu la LPDA 1, la LPDA 2 et la lettre de politique et la PNDA. La PNDA. Donc, le président, en mars 2010, a fait un atelier où il a regroupé tous les cadres de différents secteurs. Nous avons travaillé dans le groupe thématique développement rural. Nous avons identifié tous les points de blocage de notre agriculture. Nous avons fait un diagnostic en tant que cadre technique de développement rural et nous lui avons proposé, et c'est lui-même qui était là aux commandes de cet atelier, et c'est ce qui a fait son programme politique. Ok. Dans le domaine agricole. Dans le domaine agricole et rural. Et rural. Si bien que dans ce domaine, sa première priorité était d'assurer la sécurité alimentaire, d'autosuffisance alimentaire pour tous les Guinéens. Oui. Ensuite, c'était d'accompagner les petits producteurs. Oui. Ensuite, c'était de travailler sur tout ce qui est aspect fonctionnel de l'agriculture. Parce qu'avant son arrivée, notre agriculture était une agriculture par terre. Oui. Donc, il a essayé de replacer tous les éléments qu'il faut pour relancer notre agriculture, si bien que quand il est arrivé, il n'a pas perdu du temps. Oui. Il a commencé tout de suite à accompagner le petit producteur. Je l'ai dit au début de notre débat que l'agriculture guinéenne est une agriculture de petits paysans qui travaillent sur des petites exploitations. Oui. Donc, il a subventionné les engrais. Oui. Il a fait importer des engrais qu'il a subventionnés jusqu'à hauteur de 60%. Oui. Il a fait venir des produits phytosanitaires qu'il a subventionnés. Il a fait venir tout le matériel de production, de post-production, etc., qu'il a subventionné pour aider le petit paysan. Parce que, en fait, avant que le président Alpha Condé ne soit au pouvoir, un sac de riz importé avoisinait autour de 400 000 tonnes. Et nous étions à plus de 400 et quelques mille tonnes d'importation annuelle de riz. Ce qui était trop faramineux pour lui. Mais l'accompagnement du président, des paysans, est-ce qu'aujourd'hui ça a apporté avec la commande des intrants, la subvention des intrants agricoles, des outillages et autres? Quel est votre regard aujourd'hui sur cet accompagnement de l'État dans l'aide des paysans? Bon, je vais commencer par vous-même, madame. Avant 2010, c'était le riz importé, je crois, que vous mangez. Oui. Depuis combien de temps vous mangez le riz local du pays? Franchement, très longtemps. Bon, ça c'est un résultat. Oui. Aujourd'hui, moi je suis un ruraliste. Oui. Je suis tout le temps, je m'ennuie à Conakry et je suis tout le temps en brousse, en campagne. Oui. Donc je connais la mentalité du paysan, je connais qu'est-ce qu'il veut. Aujourd'hui, les paysans en sont très, très fiers du président Alpha Condé. Déjà, quand vous arrivez dans le milieu rural, l'engrais est subventionné et mis jusqu'à sa porte. Avant, il y a des villes, la première année de notre appui en 2011, il y a certaines villes, des paysans ne connaissent pas c'est quoi l'engrais. Quand on regarde l'urée technique, on a l'impression que c'est du sel. Heureusement, il y a eu une véritable campagne de sensibilisation pour dire qu'attention, ce n'est pas le sel. C'est un herbicide? Non, c'est un engrais. Un engrais, oui, un engrais. Ouais. Donc, pour dire aux gens, non, attention, ce n'est pas du sel, c'est un engrais pour nourrir les plantes. Donc, ils ne connaissaient pas
Et les gens ont fait une sensibilisation, les gens ont commencé à apprendre, n'est-ce pas, la technique d'utilisation des engrais. Parce qu'il y a une loi qui dit en agriculture que ça, c'est la loi de restitution. C'est une loi universelle que nous devons restituer à la terre ce que les récoltes et les pluies nous ont enlevé. L'agriculture repose, la base fondamentale de l'agriculture, c'est la terre. Chaque année, on l'exploite. Donc, il faut rendre à la terre ce que les récoltes et les pluies lui ont enlevé. D'où l'utilisation des engrais. Les engrais peuvent être d'ordre organique comme d'ordre chimique. Comme c'est d'ordre chimique, beaucoup de nos terres sont fatiguées. Il faut apporter un engrais pour avoir une production substantielle pour les producteurs. Nous avons appuyé les producteurs et on les a subventionnés. Mais les bailleurs de fonds, certains bailleurs de fonds nous disent non. Il ne faut pas subventionner l'agriculture des pays en développement. C'est une agriculture qui n'est pas compétitive. Moi, je m'inscris en faux. Ce n'est pas vrai. L'agriculture en France, en Europe, avant, la loi sur les organisations paysannes en Europe date de 1900. En France, en Belgique date de 1902. Ils ont subventionné, cette agriculture a été hyper subventionnée pour qu'elle devienne une agriculture compétitive. Pourquoi ne pas subventionner notre agriculture? Le président est animé de cette volonté d'appuyer les petits producteurs à se prendre en main et être responsables de leur agriculture pour qu'ils vivent dignement. Parce que l'agriculture, c'est le premier métier du monde. Tout Guinéen vient du monde. Je voudrais, pour ma propre compréhension, M. Diallo, je voudrais savoir si cet engrais dont vous avez parlé qui redonne à la terre ce que l'agriculture ou bien les récoltes lui auront enlevé. Dans la pratique ancienne, c'était, je crois, la pratique de la jachère, si je me rappelle bien. Bien sûr. Donc il fallait laisser cette terre-là évoluer à vase clos comme ça pendant 1, 2 ou 3 ans pour que... Oui, vous savez, avant 1980, avant les années 90 ou les années 60, il n'y avait pas beaucoup de... La population n'était pas très grande. En 58 déjà, la Guinée était une population de 3 millions et quelques d'habitants. Vous comprenez? Et moi, je me rappelle, notre bas-fond à Kissidougou était un bas-fond de 1 demi-hectare. Ce demi-hectare nous nourrissait toute l'année. Parce que la terre était riche à cette époque. Mais l'exploitation abusive... nourrissait une exploitation familiale. Voilà, la famille, bien sûr. Donc, l'exploitation abusive de nos terres et la croissance de la population fait que nos terres ont été exploitées. La jachère, à cette époque, était de 5 à 10 ans jusqu'à 15 ans. C'est-à-dire que les paysans venaient défricher cette année une zone bien déterminée qu'ils cultivaient, parce que l'agriculture vivrière est une agriculture répétitive. Ils cultivent ici cette année. Ils peuvent répéter la deuxième année si la terre est très riche, sinon ils le laissent en jachère. Ils déménagent ailleurs. Ils leur donnent le temps de se reconstituer. Et c'est le même cycle au fil du temps. Voilà, ils peuvent revenir dans 5 ans comme ils peuvent revenir dans 10 ans. C'est ça la jachère. Maintenant, ce que moi je voudrais savoir, je vous coupe par la parole, permettez-moi de comprendre ceci. Est-ce qu'avec la subvention des petits producteurs, aujourd'hui, peut-on dire que cette subvention des petits producteurs, par exemple, suffit à la Guinée pour qu'elle devienne une vraie nation agricole? Est-ce qu'il faut encourager le secteur privé à s'intéresser à ce secteur porteur de développement? Je crois, madame, le secteur privé est un maillon indispensable pour le développement de l'agriculture. Maintenant, nous allons rentrer dans une dynamique de comparaison. Et je ne vais pas loin. Je ne vais ni en France, ni au Portugal, ni en Espagne. Je ramène le débat en Afrique de l'Ouest, pas sur toute l'Afrique. Je prends l'exemple sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est un pays essentiellement agricole. L'économie de ce pays repose sur l'agriculture. Ils n'ont pas beaucoup de ressources minières. Et la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao dans le monde, avec près de 1 500 000 tonnes de cacao par an.
La Côte d'Ivoire vient de devenir le premier pays producteur d'acajou. La noix d'acajou dans le monde, madame. L'a produit en 2015, 700 000 tonnes d'acajou. Et cette année, sa projection voudrait qu'il produise 725 000 tonnes. La Côte d'Ivoire est le 5e pays producteur de café. Et le café, il le produisait autour de 500 000 tonnes de café. Il produit l'acajou. Le café, le cacao, l'acajou. L'acajou et l'huile de palme. Oui. Donc, pour peu, la Côte d'Ivoire aujourd'hui a démarré pour rien. Aujourd'hui, ils sont devenus une petite puissance agricole pour l'Afrique. Et même une grande. En tant que technicien, quel a été le secret selon vous? La Côte d'Ivoire, au début des années 60, le président Houphouët-Boigny, à l'époque, si je ne me trompe pas, le premier ministre de l'agriculture de la Côte d'Ivoire après l'indépendance, c'est Ablaye Sawadogo, c'est un Burkinabé. Il a conseillé le président Houphouët-Boigny de développer le secteur privé. Le secteur privé. Le secteur privé. En commençant par les producteurs eux-mêmes dans les villages, mais aussi les urbains. Et Houphouët était l'un des plus grands agriculteurs de la Côte, bien qu'il soit un médecin. Oui. Donc, ils ont créé des sociétés sectorielles, qu'on appelle la SAPMACI, Soderi, Sodepalm, etc. Et ils ont injecté beaucoup d'argent pour développer et libérer les initiatives privées. Et de 1960 jusqu'à 1967, vers la fin des années 70, déjà, le même ministre Ablaye Sawadogo a conseillé le gouvernement ivoirien d'envoyer beaucoup de jeunes ivoiriens pour étudier. C'est ainsi que... L'agriculture, dans les pays pour aller s'inspirer de l'expérience des autres, etc. C'est ainsi que la génération de Denis Bracano est née. Et c'est lui, il a été un vaillant ministre de l'Agriculture, les Kona Lambert, etc., qui étaient de très bons messieurs qui ont travaillé dans l'agriculture. Donc, qu'en est-il de la privatisation aujourd'hui du secteur agricole en Guinée? Est-ce que le secteur privé est intéressé à ce domaine ou bien il y a des freins à cela? Je sais que vous n'êtes pas spécialiste des investissements, mais en tant que partenaire technique des paysans à la base, est-ce que vous avez une certaine connaissance de ce secteur-là qui fait qu'aujourd'hui le secteur privé n'est pas assez présent dans l'agriculture en Guinée? Oui, c'est vrai, madame. Il y a beaucoup de freins. Mais moi, je crois, à mon humble avis, ça n'engage que moi. Si on veut aider pour sortir de l'ornière et devenir une agriculture compétitive, notre problème, on est en crise de modèle. On est en crise de modèle. Et quel modèle aujourd'hui pour l'agriculture guinéenne? Quel modèle pour l'agriculture? Parce que tous les projets qui ont été développés dans le passé, un projet c'est quoi? C'est pour résoudre un problème dans le temps. Tout à fait. Mais aujourd'hui, tous les projets là, c'était des cimetières. Quand on vous dit que le projet PAG de Gekedou, qui a engendré la vulgarisation en Guinée, n'existe plus, il n'y a aucune trace. Le projet RC2 pour la relance de la caféiculture en Guinée forestière a disparu. Hein? Le projet coton, avant l'arrivée du président Alpha Condé, avait disparu. Hein? Et tant d'autres. Un petit exemple. Les producteurs organisés de la Moyenne Guinée sur la filière pomme de terre tiennent la route. La fédération des paysans du Fouta. Ils tiennent la route parce qu'on a libéré les initiatives et ils se sont mis là-dedans. On les a accompagnés. Moi, je crois, premièrement, qu'on motive tous les Guinéens qu'ils aient pitié de leurs arrière-grands-parents pour retourner à la terre. Parce que tous les Guinéens, quel est votre village? Je suis à 9 km de Kankan, Foussé, dans le Baté-Foula. Voilà, donc vous faites partie des 12 villages Peul de Baté. Tout à fait. Voilà, c'est pour vous dire que je connais bien ces gens. Oui, bien sûr. Et nous avons travaillé à Guirlan, à Foussé, à Djankana, etc. Mais qu'on intéresse tout le monde à aller soutenir l'agriculture. Ça aide beaucoup. Le président Houphouët-Boigny
tous les Ivoiriens, chaque Ivoirien, les ventes sont pressés que vendredi arrive pour qu'ils aillent dans leur village. Vous verrez des Guinéens ici qui cherchent l'argent pour c'est une réalité qui continue jusqu'à présent. En France ou au Sénégal et laisser leur pauvre pays, un joli pays comme la Guinée. Donc, premièrement, qu'on libère les initiatives privées, qu'on règle le problème foncier, parce qu'il y a un vide juridique autour de la terre en Guinée. Parce que quand les investisseurs arrivent, ils vont vous dire, nous voulons 10 000 hectares, 20 000 hectares. C'est quoi le statut de la terre? Personne ne vous présente un document pour régler le statut. Le code domanial est très muet sur le code domanial foncier rural. Donc, il faut régler le problème foncier. Je viens de rentrer d'une mission. J'étais à Farana. C'était pour aller voir si les terres du projet Sapal existent. Le projet Sapal? Le projet Sapal de Farana. Sapal? Sapal veut dire Société agro-pastorale et légumes de Farana, que le président Ahmed Sékou Touré voudrait mettre en place et qui devait être un modèle de développement agricole pour toute l'Afrique au sud du Sahara. Il était appuyé par les Allemands. Ça coïncidait à sa mort, on est venu, on a tout pris. Aujourd'hui, il ne reste... Comme ça a été le cas dans plusieurs préfectures d'ailleurs du pays. Il n'existe que la terre qui est là. Donc, qu'on cherche à régler le problème des terres. C'est très important. Le modèle, le président a fait beaucoup de choses. Quand il est arrivé, il dit, je veux donner une autonomie de gestion à 3 structures que je juge assez importantes pour l'agriculture. Le conseil agricole, il en a fait un établissement public. En Côte d'Ivoire, c'est l'ANADER. C'est une puissance en Côte d'Ivoire. Il a donné l'autonomie à l'Institut de recherche agronomique de Guinée. À Kindia? Non, l'Institut de recherche agronomique où je suis président du conseil d'administration. Oui, on l'a dit en début d'émission, oui. N'est-ce pas? Excusez-moi, oui. Et vous savez, la recherche agronomique est la colonne vertébrale du développement rural. Donc le président en est très conscient, c'est pour vous dire qu'il en a bien profité de son séminaire qu'il a organisé pour faire le diagnostic de l'agriculture. On a suivi la coopération avec le Maroc sur l'étude des sols. Avec le Maroc qui nous apporte beaucoup d'input. Ensuite, la Guinée est en crise de statistiques. Il n'y a pas de statistiques fiables. C'est pourquoi tout le long de ce débat, je me méfierai des statistiques. C'est vrai. Donc, le président dit non, je vais en faire des statistiques un élément important de prise de décision. Donc, il a créé 3 établissements publics au niveau du ministère de l'Agriculture qui travaillent. C'est pour vous dire qu'il n'est pas en marge des résultats. Et ces établissements publics nous donnent des résultats aujourd'hui. Quand vous allez aux statistiques, la Direction nationale des statistiques agricoles est à mesure de nous donner quelques informations plus ou moins fiables. L'Institut de recherche agronomique, avec ses 8 stations de recherche éparpillées sur l'ensemble du pays, développe aujourd'hui des programmes de recherche qui nous apportent des résultats. Quand vous allez à Kilissi, quand vous allez au centre de Koba, quand vous allez à Bordeaux, qui développent des variétés qui sont mises en place et que la vulgarisation vulgarise dans le milieu paysan. Donc voilà un peu quelques signes précurseurs qui nous amènera vers une agriculture compétitive. Mais il y a d'abord la persévérance et la bonne gouvernance, mais aussi il faut essayer de s'appuyer sur des cultures locomotives pour être comme la Côte d'Ivoire. Les cultures locomotives vont tirer les cultures locomotives vont tirer les petites cultures. Et en Guinée, ici, quelles peuvent être ces cultures locomotives? Les cultures locomotives, un exemple vivant, c'est Sogipa. Sogipa. Et très heureusement, la société guinéenne de palmiers, tous les balbutiements que nous avons suivis, ce service a été dirigé par une femme. Et l'expérience a prouvé que les femmes sont de très bons gestionnaires. Et aujourd'hui, Sogipa est une fierté pour la Guinée. C'est vrai
ils n'ont pas étendu, ils avaient de l'ambition pour étendre Sogipa sur beaucoup de superficies, Oui. non pas pour être du latifundia, c'est-à-dire la mise en œuvre des grandes superficies de terre sans culture, sans technique d'accompagnement, c'est ça le latifundia, et c'est ce qu'on fait actuellement, et c'est très grave. Mais Sogipa quand même a de très bons résultats. Okay. Ils ne sont pas loin de Firestone. C'est l'une des plus grandes, Firestone, c'est l'une des plus grandes plantations d'acajou en Afrique. Il est au Libéria. Au Libéria. Bon, mais nous, notre caoutchouc, c'est du caoutchouc de bonne qualité. Oui. Notre palmier, c'est du palmier de bonne qualité. Oui. Vous savez. Je crois que l'acajou est une question... Non, pas l'acajou, c'est le caoutchouc, je voudrais soutenir votre argumentation en parlant de l'acajou. Il y a eu des communiqués de gouvernement pour réglementer réellement ce secteur, ce qui veut dire que c'est un secteur aussi porteur. Bon, Monsieur Diallo, je voudrais savoir, on a parlé de modèles, de type de modèle d'agriculture. Je voudrais que vous nous parliez un peu de l'ACGPM. Hein, l'agriculture et contrôle de projets dans le marché public. Ok, c'est oui, l'ACGPMP. L'ACGPMP. Administration, contrôle des grands projets et des marchés publics. Oui. D'abord pour la petite histoire, ce service a été créé un peu à l'image de la Côte d'Ivoire. Oui. Qui est un modèle, référence. Et les modèles servent toujours. Ouais. Et la Côte d'Ivoire présente beaucoup d'avantages comparatifs à la Guinée. Et celui qui a eu cette idée de créer l'ACGP à l'époque, c'était le ministre Kassori. Et il en a fait... Au budget à l'époque. À l'époque, le ministre Kassori, je ne sais pas quel... Mais c'est lui qui est le père fondateur de l'ACGP. Et quand il a créé l'ACGP, l'ACGP, un peu à l'image des grands travaux de la Côte d'Ivoire, est rattaché au président de la République. En fait, il est le maître d'œuvre public de toutes les interventions. Il s'agit de contrôler et de s'assurer que les fonds engagés par l'État sont bien gérés et nous donnent de bons résultats. Oui. C'est un peu l'esprit qui a prévalu et toutes les personnes qui ont travaillé à la création de l'ACGP entraient à l'ACGP par test. D'accord. Si tu ne rentres pas par test, tu rentreras parce que tu as une très grande capacité de travail intellectuel. Oui. C'est ainsi que l'ACGP, pour longtemps, était la pépinière du gouvernement. Tous les hauts cadres actuels, M. Selou Dalen, M. Sankon, M. Morikaba, beaucoup de hauts cadres sont venus de l'ACGP pour être grands patrons dans l'administration guinéenne aujourd'hui. Donc c'était une grande administration qui voulait s'assurer que les fonds publics, que ce soit dette extérieure, que ce soit BND, est bien utilisé. D'où la CGP devient le maître d'œuvre public de tous les programmes d'intervention du pays. Donc, il a connu beaucoup de hauts et de bas, beaucoup de traversées du désert jusqu'à l'avènement du président. Quand le président est venu, il a regardé dans ses diagnostics la première circulaire qu'il a eu à faire, c'est la circulaire 001 qui concerne les attributions de la CGP. C'est pour vous dire que le président n'est pas est dans la dynamique du développement de la Guinée. Et la CGP, vous savez, le contrôleur n'est pas le bienvenu en Guinée. Non. Ça, on hérite ça d'une situation du passé. Dès que vous voulez demander à quelqu'un qui travaille sur les fonds publics ou qui travaille dans le public de rendre compte de sa gestion, il est tout de suite révolté. On n'a pas cette culture. Et donc, du coup, la CGP a été victime de par-ci, par-là et tout ça, et les gens se sont intéressés. Et il y a eu une nouvelle réforme au temps du président Alpha Condé, et nous avons mis en place un nouveau code des marchés publics. Le code des marchés publics, le nouveau code des marchés publics, la loi 020 de 2012 a créé 4 entités. Bien distinctes. Il y a, n'est-ce pas, l'autorité contractante
qui prépare l'autorité contractante, c'est l'autorité bénéficiaire, c'est ce que vous connaissez, le maître d'ouvrage. Le maître d'ouvrage. Voilà, c'est ça l'autorité contractante qui prépare les avis, les appels d'offres, etc. et tout ça. Ensuite, il y a l'autorité de passation. L'autorité de passation est basée au ministère des Finances. C'est la Direction nationale des marchés publics. La troisième entité, c'est l'autorité de contrôle, c'est la CGP. Donc, nous voulons nous assurer que tout ce que l'État met à la disposition du maître d'ouvrage est bien utilisé. Ouais. Que les projets sont exécutés dans les règles de l'art. C'est ainsi que nous recrutons les ingénieurs conseils qui surveillent nos travaux et nous rendent des comptes, et nous faisons les travaux de supervision, les réceptions provisoires et définitives. Nous contrôlons que le travail est bien exécuté. Et la quatrième entité, c'est l'ARMP. C'est l'Agence nationale de régulation des marchés. C'est là où se trouvent les recours. Si vous n'êtes pas satisfait d'une passation de la passation des marchés, vous avez été brimé, c'est là où vous portez des plaintes et ils ont un regard. Parce que pour regarder un peu comment ça se passe sur les trois entités, et l'organe de contrôle, et l'organe de passation, et l'autorité contractante. Donc là, la nouvelle, et ce qui fait aujourd'hui que l'ACGP devient ACGP-MP, et il y a toutes les directions sectorielles au sein de l'ACGP. Et moi, je suis responsable, directeur du développement rural, qui a en charge l'agriculture, l'élevage, et les forêts et la pêche. Merci. On recentre sur l'agriculture. Monsieur Mamadou Pathé Diallo, vous l'avez dit, on sait qu'aujourd'hui, avec les énormes potentialités agricoles dont regorge notre pays, il est possible, presque dans toutes les préfectures, de réaliser un mini-barrage qui est aussi un secteur incontournable dans le développement de l'agriculture. Parlez-nous-en un peu avant qu'on vienne à ce grand projet Koundian, dont je dirais, ça n'engage que moi, vous êtes le maître d'ouvrage, comme vous l'avez dit. Maître d'œuvre publique, voilà. Voilà, avec la construction de mini-barrages, je me dis que l'agriculture pourrait bien avoir un grand essor avec des projets comme ça. Et je sais que ça tient à cœur à ce gouvernement de la Troisième République. Oui. Le président de la République voudrait aider les paysans à être beaucoup autonomes. J'ai dit, le premier facteur de production, c'est la terre. Oui. Deuxième, c'est l'eau. Troisième, c'est le matériel végétal. Oui. Donc, aujourd'hui, le ministère de l'Agriculture et tous ses partenaires sont en train de réfléchir sur comment, n'est-ce pas, mettre en place des retenues collinaires pour essayer d'irriguer nos terres. Il y a beaucoup de perspectives qui sont en jeu dans ce domaine. Même le secteur privé veut s'intéresser à ça. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des agriculteurs de culture vivrière, bien entendu, voudraient qu'ils font des petits barrages pour non seulement soutenir l'agriculture maraîchère, mais aussi l'agriculture vivrière. Donc, ce programme est aussi sur la ligne du professeur Alpha Condé et dans beaucoup de régions aujourd'hui, on réfléchit à cette approche de mini-barrages agricoles, bien sûr, parce qu'il existe des barrages hydroélectriques de petite envergure aussi à travers le pays. Mais je veux par exemple vous dire que le projet FOUMI a un grand volet aménagement. Un très grand volet aménagement. Agricole. Et si nous réussissons, vous savez, le FOUMI, c'est un barrage qui se réalise sur le Nianda, et le Nianda se jette sur le Niger. Et puis, nous avons des domaines assez impressionnants le long du Niger, d'un potentiel de plus de 50 000 hectares. Oui, tout à fait. Donc, si nous réussissons à mettre ce barrage, non seulement nous allons avoir de l'électricité, mais aussi nous allons avoir ménagé beaucoup de nos terres. En parlant de grands projets, nous allons parler du projet Koundian. C'est un projet d'une telle envergure qu'aujourd'hui, le citoyen lambda se demande pourquoi ce projet est resté en gestation pendant toutes ces années.
ce projet de 1000 hectares hein, de périmètre cultivable? Bon, comme je le disais, hein, le leitmotiv du développement de la Troisième République sous l'ère Alpha Condé, professeur Alpha Condé, c'est les initiatives privées. Oui. C'est vrai. Au temps colonial, les Blancs ont compris qu'il y a deux bassins rizicoles en Guinée. Oui. Le bassin de la Basse-Guinée, malheureusement très menacé par la salinisation des terres de la Basse-Guinée, oui. Sinon il y a eu des grands aménagements ici. Vous pouvez nous situer un peu ce bassin en Basse-Côte là? Oui, les bassins, c'est d'abord toute la zone du Cap-Achez. Oui. Les îles? Les Cap-Achez, c'est dans Bokeh. C'est dans Bokeh. Voilà. Okay. Ensuite, dans le Kolissoro, précisément à Monchon, et dans Koba, notamment les deux grands aménagements qui ont eu lieu sur le Kabonto et le Tatema. Malheureusement, aujourd'hui, qui ne sont pas bien exploités, parce qu'à la prise du pouvoir, tellement que le développement avait commencé de l'ampleur dans cette zone, ils sont partis démonter le silo qui était installé par le président Conté. Rien n'existe de ça aujourd'hui. Et on a du mal à exploiter les plaines parce que les aménagements sont en voie de dégradation. Ça, c'est le premier bassin risicole de la Basse-Guinée. Oui. Le deuxième bassin risicole de la Basse-Guinée, que nous allons le mettre dans un seul bassin, c'est la zone, n'est-ce pas, du Kabak, le Kakossa et le Samou. Le Samou, c'est dans Benti. Voici les grandes zones de production sur le littoral, avec des grandes superficies. Okay. Le deuxième grand bassin risicole, c'est la Haute-Guinée. Vous savez, quand vous lisez bien les mémoires de Laurent Pré, Laurent Pré a été gouverneur de la Guinée française de 1949 à 1950, 48-50, la première mémoire. Si vous le lisez, vous pensez que vous êtes dans la Guinée d'aujourd'hui. Pourtant, c'est fait depuis les années 40. Oui. Vous comprenez? Parce que les réalités existent toujours. Les réalités existent toujours. Oui. Tout le plateau administratif de Sigring était appelé avant l'agriculture. C'était une l'administration agricole en Guinée était l'une des administrations les plus riches en termes de patrimoine, de terres, etc. Donc le deuxième bassin risicole, c'est la Haute-Guinée. Parce qu'il y a des grands fleuves sur lesquels longent des grandes plaines. Oui. Maintenant, et l'agriculture, les premiers éléments de l'agriculture, c'est l'eau. Il y avait des militaires qui étaient dans des unités agricoles dans la zone. Oui. L'initiative privée est partie du général Burema Condé, excusez-moi, qui a réfléchi et qui a approché beaucoup de cadres techniques de l'agriculture pour dire, voilà, je suis le directeur des unités agro-industrielles militaires. Mais je voudrais, nous sommes restés très longtemps sur notre agriculture répétitive chaque année, mais pourquoi nous ne faisons pas un aménagement d'une grande envergure, bien que c'est contraire à la philosophie de certains bailleurs de fonds, parce que nous ne sommes pas compétitifs. D'où le projet Kondjan. D'où le projet Kondjan. Donc, de fil à aiguille, les cadres techniques ont travaillé, notamment la Direction nationale du génie rural, la CGP, la DNIP. Beaucoup se sont mis ensemble, nous avons formé une équipe. Et nous avons travaillé jusqu'à la construction de ce projet, jusqu'à l'élaboration de ce projet. Et nous avons vu le potentiel sur la Fié, parce que en fait, le Kondjan, c'est sur la Fié. La Fié est un affluent de Sankarane. Et la Fié part du village de Kodjaran jusqu'à, je crois, Sidikila, quelque chose comme ça. Tous dans la préfecture de Mandiana. De Mandiana. Voilà. Donc, cette unité agro-industrielle a réfléchi et le ministère de l'Agriculture, en tant que maître d'ouvrage, s'en est approprié et a bousculé avec tous les partenaires, les finances, le plan, et la CGP, etc., et pour en faire une réalité. Donc le président, du coup, étant saisi de l'évolution de ce programme, de ce projet, suivait pas à pas, pas à pas, pas à pas. Parce qu'en fait, le potentiel sur la Fié est de 18 000 hectares. Mais du coup, nous avons
n'est-ce pas, toujours en aval du fleuve, 1000 hectares d'un trait. Les autres sont, il y a des petits îlots. Et les 1000 hectares sont exploités? Non, c'est sur ces 1000 hectares porte le projet Koundian. Koundian, je vois, je comprends. Donc un appel d'offres international a eu lieu. Une entreprise chinoise qu'on appelle CIGC a eu le marché et nous avons lancé un appel d'offres pour le contrôle des travaux. Une entreprise malienne a eu le marché et puis et c'est parti pour 24 mois. Et j'espère que... Aujourd'hui, nous venons de tenir le 3e comité de pilotage, j'en suis membre, et nous sommes allés sur le terrain. On a vu que le projet avance à pas de géant. C'est vrai, c'est notre première fois, mais j'aime à le dire souvent que le projet Koundian est une fierté nationale. Jamais, depuis l'indépendance, on a fait un projet d'un tenant sur une superficie de 1000 hectares, un aménagement avec maîtrise totale de l'eau. C'est la première fois. Donc on était obligé de nous référer un peu à nos amis maliens qui en ont une expérience, parce que vous savez que l'Office du Niger à Nyono, qui profite nos eaux, parce que c'est sur le Niger, n'est-ce pas, est sur 60 000 hectares. Et l'eau est achetée par les paysans pour faire leur agriculture sur les terres aménagées. Donc c'est ce qu'on veut faire. Et le ministère de l'Agriculture a réfléchi pour dire, bon, les aménagements, comme ce sont les militaires qui en ont fait, n'est-ce pas, qui nous ont aidés pour être à ce niveau du travail, vont bénéficier de 60% des aménagements et les riverains de Koundian 40%. C'est ce qui est dans la convention. Et aujourd'hui, nous sommes à 80% des travaux et l'entreprise compte faire la réception technique dans 2 mois. C'est pour vous dire que le travail avance à pas de géant. D'abord, je vais vous dire que la capacité du barrage, c'est-à-dire la retenue d'eau, voilà, est de 8 500 000 mètres cubes d'eau. Donc c'est ce qui va arroger les plaines. Et je crois bien que nous nous sommes rendus compte en cours de chemin que certaines choses, il faut les tenir en compte. Le comité de pilotage a dégagé quelques pistes de solutions que nous avons rapportées aux autorités qui vont tenir compte. Sinon le projet Koundian est une fierté. J'en suis fier. Et je viens assister à chaque fin du mois à la réunion de chantier et je suis très heureux. Je crois que ça va être le mot de la fin. Monsieur Diallo, j'aurais bien voulu parler avec vous de l'élevage, par exemple, qui est un moteur de développement aussi. Et qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui en Guinée? Ce n'est que partie remise. Je vous lance déjà l'invitation pour une autre rencontre. Nous arrivons presque à la fin de cette émission. Je dis presque, certainement, puisque je l'ai pris sur le dernier mot, les grands projets agricoles et Koundian en un. Est-ce que, en 2 mots, puisque nous sommes à la fin de cette émission, messieurs, est-ce qu'il y a en perspective d'autres projets, en 2 mots, d'autres projets agricoles comme ça, comme Koundian? Oui. Présentement, il y a une étude sur le Sankarani qui est menée par un bureau étranger sur 20 000 hectares. Sur le fleuve Sangrani. Ça veut dire que si tout va bien, d'ici 2017, nous allons pouvoir lancer ce méga projet aussi. Ce méga projet, certainement pour corroborer le rêve guinéen qui dit qu'à l'horizon 2020-2025, la Guinée sera exportatrice dans le monde. Monsieur Diallo Amadou Paté est agronome. Il est directeur du développement rural à l'administration et contrôle des grands projets et des marchés publics. Il est diplômé de l'université guinéenne, et donc il a réalisé des études post-universitaires en France, notamment à l'ISAM de Montpellier, à l'université de Québec à Rimouski, en développement régional et à l'école supérieure de communication de Paris. Monsieur Diallo Mamadou Paté, notre invité, a une large connaissance, vous l'avez découvert au fil de cette émission, du développement rural, pour avoir fait le tour de la Guinée plus de 5 fois. Il faut enfin rappeler qu'il est le président du conseil d'administration de l'Institut de recherche agronomique de Guinée-IRAG. Monsieur Paté Mamadou Diallo, merci d'avoir répondu à notre question et nous vous attendons impatiemment dans un autre numéro de 1 heure pour convaincre. 1 heure pour convaincre. Mesdames, Messieurs, c'était votre émission mensuelle. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur la télévision nationale. Au revoir.